quelles sont les meilleures actions à acheter et comment l'arrivée de Donald Trump au pouvoir va façonner le parcours boursier des actions en 2025. C'est ce qu'on va essayer de décrypter dans cette vidéo et je vais me baser pour ça sur un article très intéressant de Forbes sur 7 actions à acheter en 2025 et on va voir quelle est leur performance sur l'année 2024 et quelle est mon analyse de ces actions. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je pense que c'est intéressant de faire un point en ce début d'année 2025 pour voir quelles sont les opportunités sur 2025 et est-ce qu'on va pouvoir refaire une année aussi bonne que l'année 2024. Seul l'avenir nous le dira. Avant de commencer, je vous rappelle, vous pouvez télécharger sur mon site grosbillet.com mon guide du financement illimité où je vous explique comment j'ai fait pour lever plusieurs millions d'euros dans plusieurs pays, plus de 20 emprunts où j'ai levé de l'argent et tous les conseils également des personnes que j'ai pu recevoir sur mon podcast et où on a discuté justement de financement illimité. C'est gratuit et c'est sur mon site grosbillet.com. Alors, pour faire un petit point sur cet article que j'ai trouvé très intéressant, il faut savoir, si vous ne le savez pas, que Donald Trump, un de ses points critiques de campagne, c'est qu'il va mettre des frais de douane, on appelle ça tarifs en anglais, et ça forcément ça va influencer un petit peu l'économie. Alors bon, pour les US, eux ils sont forts, ils sont gros, ils sont puissants, ils peuvent le faire. Est-ce qu'en France ce serait une bonne idée? C'est pas sûr. Et en tout cas, c'est sur cette base que l'auteur de cet article, elle a fait son choix d'actions. Donc, on va passer en revue ces 7 actions. J'ai fait des petites recherches. Il y en a que j'ai déjà en portefeuille. Il y a d'autres points, notamment sur tout ce qui est la technologie, tout ce qui est autour de la blockchain, des cryptos et de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est sur cette base que l'auteur de cette vidéo, elle a mis sa petite sélection. Alors, la première action qu'elle a sélectionnée, c'est Microsoft. C'est une action que j'ai en portefeuille depuis longtemps et qui a hyper bien performé. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, on voyait bien qu'il y avait de moins en moins d'ordinateurs sur base de Windows et de plus en plus sur base de Apple. Mais c'est pas pour autant que Microsoft, ils n'ont pas fait d'énormes profits et d'énormes... si vous regardez le parcours boursier des dernières années, le parcours boursier de Microsoft, il a été bien meilleur que celui d'Apple. Et notamment, ils ont une grosse position sur le cloud. Donc, le plus gros, vous le savez sûrement, la plus grosse société de cloud, c'est Amazon. Et Microsoft sont très, très bien placés sur le cloud et sur l'IA notamment. Alors que c'est pas le cas d'Apple, par exemple. Alors que Apple, c'est, si vous regardez ici, le S&P 500, Apple, c'est la plus grosse société à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Le 1er janvier 2025, c'est la plus grosse société au monde, tout simplement. Mais Microsoft, 3e société au monde. Et au milieu, on a Nvidia, qui est la plus grosse société qui est liée à l'intelligence artificielle, qui a vu sa capitalisation boursière exploser. Et donc, on verra d'ailleurs justement, est-ce qu'il faut investir ou non, selon l'auteur, dans Nvidia. Donc, Microsoft, même si c'est plus aussi trendy que peut-être il y a 20 ans, voilà, la grosse force de Microsoft, c'est sa position sur l'IA. Elle a été avant-gardiste sur ChatGPT et OpenAI, et voilà, un prix de l'action qui fait que monter. Ils ont aussi énormément de revenus qui sont liés à des abonnements. Je pense que vous l'avez tous vu sur votre suite Microsoft Office. Maintenant, c'est souvent des abonnements et plus quelque chose qu'on paye en une fois. Et donc ça fait des revenus qui sont stables et qui sont en augmentation. Donc elle, c'est pour ça qu'elle a choisi cette action. Moi, je l'ai en portefeuille, bien sûr. Je ne donne pas des conseils en investissement, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une action qui est très intéressante. Après, un point que je peux vous dire, à chaque fois que vous voyez des trucs comme ça, des price targets, franchement, souvent, sauf sur des sociétés qu'on dit des sociétés value, où on voit exactement ce qu'elles ont en portefeuille, où on voit vraiment de façon claire, éventuellement, comment on pourrait améliorer la rentabilité de la société. Sinon, quand vous voyez des prix comme ça, les consensus price, les price targets, ça change tout le temps. Pour moi, c'est vraiment du bullshit. Je me fie jamais à ça. Ensuite, il y a une autre société qu'ils ont sélectionnée, c'est MetLife. C'est un assureur. Alors nous, franchement, en tant que Européens, enfin si vous êtes Européen, c'est pas du tout le secteur qu'on suit. On le sait, aux États-Unis, ça fonctionne très différemment, les assurances, et notamment tout ce qui est il y a beaucoup de procès éventuellement à la santé, tout fonctionne différemment. Donc moi je trouve que
Je sais pas si vraiment je m'y intéresserais. J'ai pas du tout de société là-dedans parce que c'est un secteur que je connais mal. Donc si jamais ça vous intéresse, soit vous pouvez toujours passer par un ETF. Voilà, pourquoi pas assurance US, ou alors vous pouvez essayer de creuser même les comptes, surtout en Europe, les comptes des sociétés d'assurance, ils sont pas du tout dans le même type de comptabilité entre guillemets que c'est comme les banques. Hein, si vous savez lire le bilan d'un d'une société industrielle et que vous voyez le bilan d'une banque, vous allez rien comprendre. Bah, c'est un peu pareil pour les sociétés d'assurance. C'est un secteur qui est très spécifique et personnellement, je le connais assez mal. Après, c'est connu que c'est un secteur notamment où, bah en fait, j'invente rien. Vous allez bien comprendre. Vous payez des cotisations tous les mois sur l'assurance et en fait, elle, de temps en temps, elle vous couvre en cas de sinistre. Donc, c'est un secteur qui est énormément générateur de cash pour les assureurs parce qu'en fait, ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent et peut-être de temps en temps, ils vont décaisser. Et parfois, eh ben, en fait, l'activité assurance en elle-même justement d'une société d'assurance, elle ne génère aucun profit. Et à l'inverse, en fait, c'est que les investissements de toutes les primes d'assurance qui sont arrivées au fil de l'eau qui leur permet d'avoir de la croissance. Le point que j'ai trouvé très intéressant, c'est Mastercard. Donc Mastercard, en fait, c'est un duopole, un Visa Mastercard. Vous le savez très probablement, ils ont une position qui est hyper dominante et en fait, ils ont investi dans la crypto. Donc là, je vous ai mis un article si jamais vous voulez aller un peu regarder. Donc en fait, ils ont investi dans la crypto, ils ont bien vu, je pense à quel point ils sont entre guillemets menacés, même si c'est pas pour demain qu'on va payer son pain en Bitcoin. Mais voilà, je trouve intéressant qu'ils aient fait un virage là-dessus et je trouve ça que ça peut être éventuellement justement un bon investissement dans le sens où c'est un bon mix de une société. Très souvent, quand on est en duopole comme ça, on a des marges qui sont énormes. Il y a pas mal j'ai vu souvent des vidéos sur Instagram d'auditions du Sénat où en fait on dit aux gens, où en fait le CEO de, je sais plus si c'est de Visa ou Mastercard, il est interrogé et on lui reproche limite de faire trop de marge. Alors pour les commerçants, c'est peut-être embêtant, mais quand on est investisseur, bah voilà, une société qui fait beaucoup de marge, qui a peu de concurrence, je pense que c'est pas demain la veille qu'on aura un nouvel opérateur de carte de crédit et qui en plus investit dans sa principale menace qui est la crypto avec des moyens qui sont colossaux, et ben ça fait que ça peut être très très pertinent. Ensuite, on revient sur la société suivante parmi les 7, c'est Chevron. Donc Chevron, c'est un pétrolier. Beaucoup de Français ont en portefeuille des actions Total qui a pas super bien performé en fait cette année. Si vous regardez les cours de Total, ils sont pas incroyables. Et même en fait, les cours de Total, ils sont, en tout cas, c'est sûr, inférieurs sur les dernières années au marché US et même parfois au CAC 40 parce qu'en fait, c'est une action qui a l'air solide. C'est la plus grosse pétrolière française, bien entendu, et une des plus grosses sociétés françaises. Mais elle n'a pas non plus des performances qui sont incroyables. Eux, ils ont Chevron. En fait, souvent, le pétrole, on dit que c'est des actions qui sont considérées comme défensives. Mais si vous regardez en fait le PE, donc le Price Earning Ratio, eh ben combien en fait ils font de bénéfices par rapport à leur cours, on voit qu'elles sont assez élevées et notamment dans tout ce qui est la politique actuelle, d'aller de la transition écologique, d'aller vers plus de voitures électriques, de limiter, en Europe on le sait, pour l'instant c'est prévu pour 2035 l'utilisation du pétrole et puis dans le monde entier. Et aussi, après, il y a eu forcément l'administration Trump, elle va pousser, enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle a fait, historiquement, elle a poussé vers les énergies fossiles. Donc, c'est pour ça que l'auteur va considérer que c'est un bon choix. Mais les pétrolières, on dit que c'est défensif, mais en fait, les cours, ils sont quand même assez élevés. Voilà, ils ont un taux de dividende de 4%. Et sachant que c'est pas, en fait, leur activité, on peut la considérer souvent comme stable parce que ils vont pas demain, on va pas trouver des champs de pétrole qui vont pousser n'importe où. Alors eux, ils ont toujours le shale oil, le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Mais voilà, le marché pétrolier, les usages et tout, ils sont finis. Après, c'est aussi en fonction de ses convictions. Si vous avez des tendances, voilà, à vouloir limiter l'usage des produits pétroliers, c'est à vous de voir est-ce que vous voulez investir dans Chevron ou non, en sachant que pour moi en tout cas on n'est pas loin du top parce que dans 100 ans peut-être qu'on utilisera encore un peu de pétrole, mais on n'utilisera pas 5 fois plus qu'aujourd'hui.
contrairement à l'action suivante qui est AMD. Donc si vous avez été si vous avez été dans votre jeunesse fan du jeu sur ordinateur, c'était toujours Intel versus AMD. Et maintenant, AMD, c'est le concurrent direct de Nvidia. Donc, je vous le rappelle, Nvidia, c'est la deuxième plus grosse capitalisation mondiale. Elle a une capitalisation boursière d'environ 3000 milliards. Ça doit être plus ou moins le PIB de la France. Alors, bien sûr, comparer une capitalisation boursière qui est comme une sorte de patrimoine, on peut dire, avec un PIB qui est une sorte de la somme plutôt des valeurs ajoutées d'un pays sur une année, ça n'a pas vraiment de sens, mais on voit quand même que c'est une société qui a pris une ampleur phénoménale. Et à ma connaissance, à Nvidia, ils ont un énorme avantage technologique sur AMD. Donc là, je pense qu'elle propose d'investir dans AMD parce que en fait, c'est un peu les gens, ils vont se rabattre sur AMD parce que Nvidia est devenue trop chère ou en pensant qu'AMD va rattraper son retard. Je sais pas si c'est vraiment une bonne. Enfin, souvent investir sur les leaders, c'est plutôt une bonne idée. Après, je sais que voilà, il y a des listes d'attente qui sont monumentales pour Nvidia. Je crois que j'ai vu que Elon Musk il a payé 10 milliards juste pour être en haut de la liste d'attente pour et non pas pour acheter les processeurs, les cartes graphiques, enfin cartes graphiques, on s'entend, de Nvidia, les dernières. Donc moi, j'aime pas trop investir dans des suiveurs comme ça, même s'ils sont moins chers. On a aussi un peu le même type d'investissement qu'on peut faire avec Uber. Uber, j'ai été actionnaire depuis très longtemps sur Uber. Ça a très bien fonctionné, mais au début, ça fonctionnait très mal. Et ensuite, il y a un concurrent d'Uber qui s'appelle Lyft aux États-Unis. Ça peut être pareil. En fait, souvent, c'est les sociétés qui sont pas leaders, elles ont des price and earning ratio. Donc, si vous voulez, des multiples par rapport à leurs bénéfices qui sont plus faibles. Donc, on a l'impression qu'on les paye moins cher. C'est un peu comme investir à Paris ou à Saint-Étienne. On n'a pas les mêmes multiples pour un même loyer. Donc, parfois, on peut se dire, voilà, ça vaut le coup d'investir à Saint-Étienne, même si c'est moins prisé, parce que les multiples, ils sont plus avantageux. C'est un peu le même système, mais moi, voilà, j'aime pas trop, en tout cas, personnellement, investir dans des sociétés qui sont pas leaders sur leur marché. Et là, Nvidia, ils ont vraiment tout raflé. J'en ai l'impression qu'ils ont une avance technologique qui est hyper importante. Donc, moi, je serais pas trop pour cet investissement. Voilà. Ensuite, la sixième action, Coinbase. Donc Coinbase, si vous le savez pas, c'est un des plus gros exchanges de crypto. Donc là où on achète et on vend de la crypto. Je me souviens encore de ils ont été introduits en bourse à peu près au meilleur moment de souvenir. C'était vraiment en haut du bull market des années 2020-2021. Et ça peut être un bon moyen entre guillemets d'investir indirectement en crypto. Dans le sens où investir en crypto, on le sait, ça peut être compliqué. Notamment, on ne sait pas exactement. Il y a les régimes fiscaux qui sont compliqués. Il y a les risques de hack de portefeuille, les risques des plateformes, dont un des concurrents FTX a fait faillite et est parti, on va dire, avec la caisse. Donc Coinbase, ça peut être intéressant d'investir dessus si on veut s'exposer à la crypto. À l'heure où j'enregistre, il y a eu un gros depuis l'élection de Donald Trump, il y a eu un gros bull run sur les cryptos qui s'est un peu calmé. Si on veut s'exposer à la crypto sans pour autant vouloir ouvrir un portefeuille crypto, c'est un bon moyen. C'est un peu comme on dit toujours quand il y en a qui cherchent de l'or, vendez des pelles. Coinbase, c'est un peu les pelles, c'est eux qui vont prendre des petits frais sur vos transactions. Et donc voilà, peu importe. Après, forcément, leur cours il va énormément varier en fonction du bull run. Et la dernière société qu'ils ont pris, c'est General Motors. On le sait. Donc eux, pourquoi ils ont choisi, pourquoi l'auteur elle a choisi ça je pense que c'est principalement à cause de nouveau justement ces tarifs. Donc comment il va y avoir des droits de douane sur les sociétés américaines. Il y a aussi, on le sait, Donald Trump, il est pro énergie fossile, donc le retard de General Motors, notamment par rapport à Tesla et aux voitures électriques chinoises, notamment, il peut un peu se combler. Et puis voilà, would limit, c'est écrit ici, Donald Trump said he would limit government support for electric vehicles. Donc voilà, c'est peut-être une idée. Après, moi, je trouve que c'est quand même des vieux business. C'est un peu comme Chevron. On sait pas où ça va. Ça peut être hyper impacté politiquement. Et du coup, moi, j'investis sur le long terme. Et essayer de choper des tendances comme ça sur base d'annonces,
c'est pas forcément la meilleure idée. Donc dites-moi en commentaire, vous, dans quel secteur vous croyez? Est-ce que vous pensez tout ce qui est énergie fossile, c'est intéressant? Est-ce que l'intelligence artificielle, vous pensez que c'est un meilleur plan? Est-ce que tout ce qui est autour de la crypto, Mastercard, Coinbase, ça peut être dans l'avenir? Et comment vous voyez le marché? Sachant que là, on est sur des très hauts PE, donc Price Earning Ratio, historique en fait. La bourse, elle est donc si on compare combien on paye les actions par rapport aux bénéfices qui sont produits, eh ben on est sur des plus hauts. Donc il se peut très bien que les actions et le marché baissent en 2025, tout comme ça se peut qu'il augmente. Personne n'a le journal du lendemain et surtout pas moi. Dites-moi en tout cas les secteurs que vous pensez qui vont exploser. S'il vaut mieux aller sur les secteurs qui sont un peu historiques et délaissés, du type le pétrole, les voitures thermiques, ou est-ce que vaut mieux se tourner vers l'avenir? Et si vous voulez en savoir plus sur la bourse, je vous mets en lien en description un podcast que j'ai fait, comprendre la bourse en 60 minutes chrono. Là, voilà, on réagit à un peu les tendances de 2025, mais la bourse, on gagne beaucoup d'argent sur le long terme. Et si vous voulez savoir comment on fait, je vous renvoie à ma vidéo en description, comprendre la bourse en 60 minutes chrono.